Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour cette très belle vidéo de promotion de nos journées. Je tiens à remercier le comité scientifique du congrès de la CIP d'avoir sélectionné notre proposition de communication à deux voix, neurogériatre et psychiatre, dans cette thématique très transversale qui est celle du syndrome frontal, du syndrome dysexécutif. Donc, pour débuter, je suis très heureux de passer la parole au professeur Pierre Crolac-Salmon, qui est neurogériatre, professeur des universités à l'université Claude Bernard Lyon 1 et praticien hospitalier aux Hospices civils de Lyon, et qui va débuter sur cette présentation pour remettre beaucoup de choses en contexte sur le plan cognitif et neurolésionnel sur le syndrome frontal dysexécutif. Et on continuera par la suite sur le versant plus comportemental. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Alexis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de nous permettre de communiquer, de partager sur ce syndrome frontal, ou plutôt syndrome dysexécutif si on prend plus largement tous les réseaux qui sont en lien avec le lobe frontal pour gérer ses comportements et ses fonctions cognitives. Alors, voici deux cerveaux en IRM 3D, l'un en haut d'un jeune homme de 28 ans, tout à fait normal, et là en bas d'un homme de 88 ans, également tout à fait normal. Et vous voyez quand même des différences. On voit une diminution du volume. On va pas parler de l'atrophie, parce que l'atrophie c'est pathologique, mais en tout cas il y a une diminution du volume, surtout dans les régions frontales, préfrontales et dans les régions postérieures associatives. Cette diminution de volume est liée à une perte neuronale dans la substance grise, le cortex et les noyaux, et puis dans la substance blanche, surtout après 70-75 ans du fait de modifications métaboliques. Tout ça pour dire que les fonctions exécutives qui sont en lien avec ces aires frontales, préfrontales et des réseaux connectés vont évoluer dans le temps, en dehors des pathologies, et puis bien sûr dans certaines pathologies, qu'elles soient psychiatriques ou neurologiques, neurodégénératives ou neurovasculaires. Alors, on a des réseaux, des boucles frontales, fronto-sous-corticales. Certaines, comme celle de la gauche, la motor loop, vont gérer des processus moteurs, prémoteurs, l'organisation des actions, la préparation des actions motrices. Et puis d'autres vont être beaucoup plus cognitivo-comportementale. C'est le cas de la boucle préfrontale et de la boucle limbique. C'est celle-ci qu'on va regarder ensemble parce qu'elles sont clairement modifiées dans leur fonctionnement, bien sûr en neurologie, bien sûr dans le domaine du neurovieillissement, mais également en psychiatrie, dans les maladies psychiatriques vieillissantes. Alors, quand on parle de fonction exécutive, c'est pas pour faire bien et ne pas parler de fonction frontale, mais c'est vrai que les neuropsychologues y tiennent beaucoup. On parle de fonctions bien cernées par les groupes de réflexion neuropsychologique et qui sont en lien, ça a été bien démontré, avec des réseaux extensifs qui dépassent largement le lobe frontal. Et donc, c'est pour ça qu'on ne réduit pas ça au syndrome frontal. Donc ces fonctions reposent sur l'activité d'un cortex préfrontal essentiellement, qui va intervenir dans la gestion de situations nouvelles, des mises à jour, des situations non routinières. Elles permettent l'élaboration de solutions, de réactions à de nouvelles situations, et elles supervisent des actions de programmation et de vérification de nos actions dans un contexte social, dans un contexte environnemental qui va être à chaque fois renouvelé. C'est vraiment le cœur de la définition. Ces quatre lignes, c'est vraiment le cœur de ce qui définit les fonctions exécutives. Alors après, on va utiliser différentes sous-fonctions. La principale de ces sous-fonctions, c'est l'inhibition. C'est le contrôle de nos instincts primaires. On va passer notre temps à contrôler ce que la nature nous a livré au moment de notre naissance. On y reviendra. Donc on va contrôler des réponses automatiques, et ça se teste, par exemple le test du Stroop. On va résister aux interférences, différents types d'interférences, des interférences liées à l'environnement ou des interférences liées à nos propres pensées.
Hein, si on s'adapte à notre environnement, on peut être parasité par nos propres pensées, on va résister à cette distraction. Et puis la flexibilité mentale va nous permettre de nous adapter, de nous désengager de tâches un peu répétitives et de changer de stratégie, de nous adapter à l'environnement, de changer de procédure, de stratégie pour mieux réagir à l'environnement. Et tout ça, tout ce qu'on vient d'aborder, va être modifié par ces maladies, déjà par le vieillissement normal, par des maladies neurodégénératives, neurovasculaires, mais aussi dans la maladie bipolaire évoluée, en tout cas chez la personne âgée. La planification est aussi concernée, la résolution de problèmes, le maintien de l'attention, c'est plutôt des voies sous-cortico-frontales, la récupération active d'informations. Il faut savoir que les fonctions exécutives sont très importantes pour la mémoire. Hein, et ça, on l'a pas assez en tête, mais par exemple, quelqu'un qui prépare une dégénérescence frontotemporale, subjectivement, va se plaindre de sa mémoire, alors que l'entourage va surtout remarquer des problèmes de modification comportementale. Mais la personne touchée ne va pas signaler ces modifications comportementales dont souvent elle n'a pas conscience, quoique. Mais elle va se plaindre de sa mémoire parce que la récupération et l'attention sont modifiées. Oups, non, c'est bon. Non, ça passe plus le... Tac. Une petite... voilà, ça doit être bon comme ça. Voilà. Donc on a des boucles, je vais essayer de passer un peu vite là-dessus, mais quand même on a des boucles intéressantes, notamment pour vous. Il y a la boucle dorsolatérale, on va dire le cortex dorsal. Dorsal, ça veut dire que c'est un peu plus en arrière, parce que l'embryon a relevé son cerveau comme ça, et quand on dit dorsal, c'était le tectum en fait de l'embryon, peu importe. Ça se voit, on voit des anomalies de cette boucle dans les maladies neurodégénératives, neurovasculaires, etc. Et c'est une boucle très importante dans la cognition exécutive, c'est-à-dire la planification, la récupération des informations, la flexibilité, l'abstraction, tout ce qui va être important pour le jugement d'un point de vue cognitif. Boucle dorsale, dorsolatérale. Une boucle qui doit vous intéresser un peu plus que les autres, c'est la boucle orbitofrontale, très connue depuis cette observation incroyable de Phineas Gage que je vous invite à aller voir sur Internet. Phineas était un contremaître aux États-Unis qui a pris une baramine. Vous avez le dessin ici, dans la face, et la baramine qui était brûlante puisque c'était suite à une explosion. Donc elle était brûlante et elle a traversé le cortex orbitofrontal. Et comme elle était brûlante, elle a cautérisé, il n'y a pas eu d'hémorragie et il n'y a pas eu d'infection. Et donc ça a été une observation extraordinaire qui est princeps et qui a permis de décrire le syndrome du cortex orbitofrontal qui est complètement comportemental, qui n'est absolument pas cognitif. Les fonctions cognitives, et depuis ça a été testé sur d'autres patients, sont intactes. Si on fait les tests cognitifs dont on parle maintenant, c'est nickel. Simplement, le médecin qui l'a décrit a dit Phineas n'était plus Phineas. Il avait complètement changé de caractère. Il était responsable avant l'accident. Il gérait des équipes de chantier. Et après, il était complètement, immature, spontané, irréfléchi. Il est parti faire des grands voyages. Il voulait plus travailler, mais avec des fonctions exécutives incroyables. Donc, c'est intéressant. C'est les Damasio qui l'ont beaucoup décrit récemment. Antonio et Anna Damasio. Antonio Damasio qui écrit des livres et qui décrit bien Phineas Gage. Et puis on a la boucle singulaire, c'est-à-dire que c'est une boucle beaucoup plus à la fois comportementale mais dans le sens de l'apathie, alors que le cortex orbitofrontal libère une désinhibition, libère l'inhibition. Là on va observer plutôt de l'apathie par l'atteinte singulaire antérieure, une pauvreté de l'investissement, du discours, de la pensée. On peut avoir un vide psychique et parfois à l'inverse, une diminution de l'inhibition. Et on n'a pas totalement compris, on a du mal à prévoir quels cas vont être plutôt désinhibés qu'apathiques.
Alors, on a des définitions, si vous voulez aller dans les détails, on ne va pas y aller maintenant, mais on a des définitions d'un groupe de réflexion neuropsychologique qui s'appelle le GRECO, qui a émis des recommandations pour bien définir le syndrome dysexécutif, à la fois cognitif et comportemental. Ici, on reparlera du comportemental, mais vous avez la description de l'hypoactivité globale avec aboulie, apathie, ou à l'inverse une hyperactivité avec désinhibition, des stéréotypies, des persévérations, des troubles émotionnels, des troubles du comportement alimentaire, sexuel, et une anosognosie qui est quasi générale. Je dis quasi parce que quand même les patients, on en discutera peut-être après, peuvent se rendre compte de leurs modifications comportementales. Le GRECO a aussi défini le syndrome dysexécutif cognitif, inhibition cognitive, trouble de l'initiation, de la coordination, de la déduction, de la génération d'idées, de la flexibilité, de la planification, et en fait pour aboutir à des difficultés de jugement, de stratégie mentale. Donc ce sont les fonctions, on pourrait dire, les plus élaborées de la cognition. On évalue bien ces syndromes dysexécutifs à travers les pathologies évolutives, neuroévolutives. On évalue cognitivement, comportementalement, on évalue le pronostic et on peut aboutir vers des approches de remédiation cognitive, des approches de remédiation comportementale. C'est moins avancé. On ne peut pas parler du lobe frontal ou du syndrome dysexécutif sans parler de cognition sociale, qui est l'ensemble des fonctions cognitives intervenant dans les interactions entre individus et d'une même société. Alors on pourrait dire c'est toute la cognition, mais c'est vraiment les fonctions les plus spécifiquement impliquées dans l'interaction sociale. Détection des messages sociaux comme les émotions sur les visages, le genre sur les visages, attribution des états mentaux des autres, c'est la prise de perspective, c'est l'empathie, c'est la théorie de l'esprit, et puis des intégrations d'indicateurs sociaux très très complexes liés à l'environnement social. On n'a pas le temps d'y aller profondément, je pense que vous en parlez de temps en temps dans vos congrès, mais cette cognition sociale est extrêmement intéressante à évaluer. Elle nous permet, nous par exemple, en neurologie ou en gériatrie, de discriminer, d'avoir de bons résultats discriminants entre pathologie du lobe frontal, pathologie somatique, neurodégénérative et pathologie psychiatrique. Il y a des overlaps, mais on a des tests qui sont assez spécifiques d'une atteinte neurodégénérative de type dégénérescence frontotemporale. Et puis je ne peux pas résister à vous faire part de cette observation incroyable qui nous avait vraiment intéressés à Lyon, parce que c'est les épileptologues, vous savez, qui implantent des électrodes dans le cadre d'un bilan préchirurgical chez les épileptiques très pharmacorésistants. Et pour délimiter la zone épileptogène qu'il va falloir réséquer si possible, on implante des électrodes avec différents plots. Et les patients gardent ces électrodes 1, 2, 3 semaines. On enregistre les crises, ce qui permet de localiser la zone épileptogène. Et puis on stimule aussi. On stimule par des courants électriques pour tenter de reproduire la crise, pour être sûr que ça vient de là. Et ça permet de limiter la zone chirurgicale. Et un jour, Jean Isnard m'appelle et il me dit... faut que tu viennes voir, parce qu'on s'intéressait aux émotions, à la reconnaissance des émotions. Et il me dit, quand je stimule cette jeune patiente sur le plot le plus interne, dans la région de la pré-aire motrice supplémentaire, la région qui prépare au mouvement, surtout les mouvements du visage, parce que c'est la partie inférieure, eh bien, elle se met à rigoler. Mais elle se met à rire, mais vraiment très très fort. Et en fait, je suis allé la voir et effectivement, elle disait que quand elle était stimulée vraiment qu'à cet endroit, elle se sentait comme dans un film de Laurel et Hardy. Et elle disait que ça commençait par une élévation des deux coins de sa bouche, donc quelque chose de très moteur. Et puis, finalement, ça s'embrasait pour générer l'émotion. Quand on lui a montré des visages, le pic... on ne le voit pas là, voilà. Le pic en rouge le plus fort, la réponse neuronale la plus forte, c'était pour une seule expression faciale, c'était pour l'expression de joie. Donc on avait une population de neurones ici, dans le lobe préfrontal, qui était déterminant à la fois pour générer l'émotion de joie,
est à la fois déterminant pour reconnaître l'émotion de joie chez autrui. Donc des neurones miroirs. Et des neurones miroirs qui sont, maintenant on le sait, très très importants dans la cognition sociale. On comprend bien le message social apporté par autrui si on est capable de se préparer à le produire soi-même. Et donc, ça nous en apprend beaucoup sur les modifications comportementales de nos patients. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais c'est assez, ça nous a vraiment intéressés. Alors, je me suis amusé, j'ai fait la diapo pour vous, parce que ça faisait un moment que je pensais à cette diapo. Et quand on explique le lobe frontal et les modifications comportementales aux étudiants en neurologie ou en gériatrie, ou en médecine en général, on aime bien parler du neurodéveloppement et du contrôle progressif de nos instincts les plus primaires qui va se faire tout au fur et à mesure de la maturation de ce lobe frontal jusqu'à l'âge de 18, 20, parfois un peu plus tard, 18-20 ans. Et cette maturation du lobe frontal va contrôler nos instincts primaires très progressivement, des plus archaïques aux plus sophistiqués. On va commencer par le réflexe de succion, le grasp, l'appréhension, qui sont des réflexes très intéressants pour le nouveau-né, parce que ça permet de découvrir, ça permet de se nourrir. Tout ça est très normal, et il faut que ces instincts primaires perdurent durant la petite enfance pour apprendre, pour tester et obtenir soit des récompenses, soit des punitions, entre guillemets. Le couplage main-bouche est très important, le rire, le pleurer, le goût pour le sucré, l'appréhension, l'utilisation, la manipulation. Les enfants, bien sûr, désinhibés socialement, qui tutoient tout le monde, qui imitent, qui n'ont pas envie de se laver, qui se négligent. Les adolescents qui persistent vers des addictions, qui sont sensibles à la frustration et qui finalement vont s'insérer socialement dans un comportement social le plus sophistiqué. Eh bien, quand on constate une neurodégénérescence du lobe frontal, eh bien, on constate exactement la même chose, du plus complexe jusqu'au plus primitif, mais complètement en miroir, et avec une temporalité, bien sûr, qui va être différente en fonction de la pathologie en cause. Donc voilà, moi j'aime bien expliquer les choses comme ça. Ça se vérifie au niveau scientifique, bien sûr, et j'essaye de pas trop dépasser. C'est sur cette diapositive que je crois que je vous laisse et que je passe la main à Alexis. Merci beaucoup. Alors, charge à moi de continuer sur l'avancée et d'aborder plus spécifiquement le versant comportemental du syndrome dysexécutif ou syndrome frontal, si on prend d'anciennes nomenclatures. Une mini digression pour débuter, sinon ma trésorière adjointe de la SF3PA m'en voudra, de vous préciser que cette session est en parrainage avec la Société francophone de psychogériatrie et de psychiatrie de la personne âgée, qui est une association partenaire du congrès de la CIP. Laurence, voilà. Alors, mes conflits et liens d'intérêt avec cette communication, j'en ai aucun, et sans lien avec cette communication, vous les voyez ici dans le domaine des pathologies neuroévolutives exclusivement. Le plan qu'on va suivre, c'est refaire quelques points rapides sur la symptomatologie comportementale du syndrome dysexécutif, aborder un petit peu plus un point qu'on a déjà évoqué dans la présentation du professeur Krolak, à savoir les liaisons, et vous avez vu, j'ai mis dangereuse, entre l'ADLFT spécifiquement et le trouble bipolaire, au-delà même de la question de la proximité sémiologique, symptomatologique, la question parfois de la comorbidité peut se poser, on le verra. Et enfin, ceux qui me connaissent savent que la psychopharmacologie est un domaine qui me passionne, et on abordera donc l'aspect médicamenteux, notamment du traitement symptomatologique de la frontalité.
Alors, sur le plan de la symptomatologie et de la sémiologie, je vais détailler un tout petit peu un point qu'avait déjà abordé le professeur Krolak-Salmon sur une de ses slides, celle de ces critères qu'ont proposé le sous-groupe dédié aux fonctions exécutives du GRECO, et pour ces auteurs, de voir quels sont les signes qui apparaissent spécifiques du syndrome dysexécutif comportemental. Globalement, 4 sous-chapitres, une partie hypoactivité qui va rassembler la symptomatologie aboulique, apathique et tout ce qui est aspontanéi. La partie hyperactive, avec la distractibilité, l'impulsivité et la désinhibition, quelle qu'en soit l'intensité. La partie des persévérations ou stéréotypies, et enfin un point que nos collègues neurologues appellent le syndrome de dépendance à l'environnement, qui comporte en fait 3 types de comportements que vous pouvez voir ici. Le comportement de préhension, on retrouve la libération de réflexes archaïques, le comportement d'imitation et le comportement d'utilisation. D'autres symptômes qui paraissent pour eux moins spécifiques, ou en tout cas à l'étude, que vous voyez ici, notamment ceux qu'on a déjà évoqués, la nosognosie, les confabulations. On a vu l'implication des fonctions exécutives et du lobe frontal dans les processus mémoriels. Je vais aller assez rapidement sur cette slide, puisqu'on l'a déjà évoqué. On parle d'un syndrome frontal ou d'un syndrome dysexécutif comportemental comme une notion unifiée, mais finalement, on peut voir que d'un point de vue localisationniste, ou en tout cas si on étudie les boucles de neurotransmission, on peut différencier différents types de syndromes, préfrontal dorsolatéral, orbitofrontal, qui est effectivement celui pour lequel les psychiatres sont souvent sollicités du fait des troubles du comportement productif qu'il peut engendrer, et enfin le syndrome singulaire antérieur. Une fois qu'on a fait cette mise au point sur la symptomatologie, quels sont les liens, s'ils existent, entre la bipolarité et une étiologie, parmi les plus fréquentes, du syndrome dysexécutif comportemental, à savoir la dégénérescence lobaire frontotemporale. On ne parlera que de la DLFT, même si, pour ceux qui travaillent un peu dans le domaine du vieillissement, on définit de mieux en mieux maintenant les maladies d'Alzheimer à composante frontale, donc ces maladies d'Alzheimer qui se manifestent d'emblée par un syndrome dysexécutif comportemental et avec une atteinte mnésique, ou en tout cas une plainte mnésique qui est clairement au second plan. Ça, on n'a pas encore de données, à ma connaissance, dans la littérature qui s'intéressent aux liens avec la bipolarité, s'il y en a. Mais par contre, sur les liens entre bipolarité et DLFT, on a des éléments qui ont été très très bien synthétisés dans cette revue de la littérature qui a été publiée dans ACTA cette année, qui refait un point très global et très intéressant, je pense, pour des psychiatres qui peuvent être finalement assez facilement confrontés à des patients, que ce soit en unité d'entrée ou aux urgences ou en liaison, où le diagnostic est finalement assez complexe pour essayer, parce que, comme on l'a dit, c'est parfois complexe, d'aider à une distinction avec plusieurs pistes. Au niveau clinique, déjà, qu'est-ce qui pourrait permettre de différencier ou d'aider à différencier un patient qui entre dans une DLFT d'un patient qui présente une bipolarité. Au-delà, bien sûr, d'une anamnèse avec un historique et effectivement la recherche d'antécédents ou non bipolaires chez le patient et dans sa famille, sur le moment, quels sont les symptômes qui pourraient aider à faire cette distinction ? On l'a évoqué déjà, mais s'intéresser aux capacités d'empathie, c'est vraiment quelque chose d'important, avec une nette diminution de l'empathie chez les patients souffrant de DLFT qui serait moins importante ou absente chez les patients bipolaires. Alors, il y a toute une réflexion qu'on peut avoir sur cette notion sémiologique qu'on connaît bien en psychiatrie, celle de la syntonie, avec un patient notamment maniaque qui est hypersyntone, à la différence d'un patient frontal, je mets des guillemets, qui présenterait une euphorie mais niaise pour lui-même sans essayer de faire rentrer son univers avec lui dans cette euphorie. C'est une piste. Les stéréotypies qui sont en général nettement plus présentes chez les patients souffrant de DLFT et les troubles des fonctions instinctuelles, notamment sur le plan de l'appétit, pas tant de l'appétit que même l'hyperoralité avec l'augmentation des prises alimentaires et un point important qu'on voit souvent dans le syndrome dysexécutif comportemental, c'est la réorientation des préférences alimentaires avec une nette augmentation de l'appétence pour le sucré. Sur le plan paraclinique, quelques éléments intéressants. Sur le plan biologique,
On a un dosage qui est possible sur le plan sérique notamment, mais également dans le LCR, mais évidemment plus facile à accepter en sanguin, le dosage des neurofilaments qui est perturbé avec un taux de neurofilaments chaîne légère bien supérieur chez les patients souffrant de DLFT par rapport aux patients souffrant de troubles bipolaires. Sur le plan de l'imagerie, plus fréquemment, mais c'est pas systématique, surtout en début de maladie, une atrophie qui est généralement plus avancée chez les patients souffrant de DLFT, avec des imageries qui peuvent être normales ou subnormales chez les patients bipolaires. Et puis sur le plan neuropsychologique, on l'a déjà abordé, l'intérêt, si le patient est compliant, du testing neuropsychologique et notamment des cognitions sociales avec, parce que les cognitions sociales ne se résument pas à la théorie de l'esprit, mais la théorie de l'esprit en fait partie, des tests spécifiques de théorie de l'esprit sur lesquels les patients souffrant de DLFT sont très en peine, ou en tout cas dont les scores sont bien différents par rapport aux patients bipolaires, mais en phase euthymique, puisqu'on sait que les tests de théorie de l'esprit sont perturbés chez les patients souffrant de bipolarité en épisode maniaque ou en épisode dépressif. Donc, voilà quelques points qui peuvent aider, même si ce n'est pas toujours facile, effectivement, de faire la distinction, surtout en phase aiguë. Et les auteurs vont essayer de conceptualiser, ou en tout cas proposent, deux types de liens entre des patients, des populations de patients souffrant de troubles bipolaires et l'évolution vers une DLFT. Ils évoquent un cas de figure qui est possible et génétiquement, finalement, assez fréquent, ou en tout cas qui semble arriver avec une surfréquence, c'est-à-dire des patients qui souffrent d'une bipolarité depuis longtemps, souvent un diagnostic classique fait à la vingtaine ou à la trentaine, sans polarité dominante particulière, a priori pour eux, et qui vont évoluer et à un moment vont aussi présenter une DLFT. Il pourrait y avoir clairement des soubassements génétiques avec des gènes de prédisposition, que je n'ai pas le temps ni la possibilité de détailler ici, qui sont communs aux deux pathologies. Et une deuxième population, et là les auteurs vont un petit peu moins loin que moi dans la slide, s'engagent un petit peu moins, c'est pour ça que je vais le préciser d'emblée, des bipolarités qui sont tardives, qui surviennent à la cinquantaine, ce que les anglo-saxons appellent la late onset bipolar disorder, d'emblée avec un tableau souvent très sévère, quelle qu'en soit la polarité, dépression qui peut paraître mélancolique ou épisode maniaque intense, et qui va rapidement, pas d'éléments de chronologie cependant pour qualifier cette évolution rapide, évoluer vers une DLFT. Si je vais un peu plus loin, si je m'engage plus loin que les auteurs, c'est finalement se poser la question de est-ce que cette bipolarité tardive ne serait pas un prodrome de la DLFT ? Mon avis personnel est que oui, mais pour l'instant, les données ne peuvent pas l'affirmer et elles sont compliquées à obtenir. Il faudrait des études de cohorte assez complexes à monter, mais on peut légitimement se poser la question quand on rencontre ce type de tableau et ces patients. Pour terminer, quelques points sur l'approche médicamenteuse thérapeutique. Tout d'abord, spécifiquement dans la DLFT, mais uniquement dans la symptopathologie psychocomportementale. Pour le moment, sur le plan curatif, les études dans la DLFT sont très nettement moins avancées que dans la maladie d'Alzheimer ou même d'autres pathologies neurodégénératives. Donc on va se focaliser sur l'état de l'art, en tout cas de ce qu'on connaît sur la prise en charge thérapeutique des symptômes psychocomportementaux de la DLFT. Et bien finalement, pas grand-chose. Quand on regarde cette revue extensive de la littérature publiée cette année, c'est uniquement 28 études thérapeutiques, médicamenteuses ou à côté, puisqu'on vous voyez qu'il y a des compléments nutritionnels qui ont été tentés, qu'on retrouve. Et si j'ai fait ce décrochement à chaque fois, c'est pour aller sur des niveaux de preuve qui nous paraissent intéressants. Sur ces 28 études, il y en a déjà plus que 12 qui sont randomisées. Il y en a plus que, sur ces 12, il n'y en a plus que 7 qui ont un critère de jugement principal clinique, donc qui ne sont pas un score un TMT ou un Stroop, ou en tout cas un score de testing neuropsychologique. Il n'y en a plus que 7 qui utilisent un critère de jugement clinique, à savoir par exemple l'échelle NPI. Sur ces 7, on n'en retrouve plus que 6 qui sont comparés à un placebo. Et sur ces 6, vous voyez, elles sont
toutes négatives. 5, excusez-moi, j'ai fait un mauvais décompte. Elles sont toutes négatives, sauf 2, une utilisant un complément nutritionnel et une utilisant un antidépresseur sérotoninergique qui n'est plus commercialisé en France, mais qui l'a été, qui est la trazodone, anciennement le Pragmarel. Et 2 études qui utilisent un comparateur actif, mais ce qui est méthodologiquement contestable, quand on a aussi peu d'études versus placebo, aller sur une étude versus comparateur actif, une étude de supériorité ou de non-infériorité, pose question. Avant de détailler les 2 seules études positives, un petit point sur l'utilisation globale des sérotoninergiques, puisque en habitude de prescription, clairement en France, devant une symptomatologie impulsive, frontale au sens très très large du terme, on s'interroge sur l'utilisation d'antidépresseurs sérotoninergiques et souvent d'ISRS. Une méta-analyse sortie également cette année s'est posé la question, évoque l'intérêt par rapport au placebo de l'utilisation des antidépresseurs sérotoninergiques avec 2 molécules qui sont évoquées, la paroxétine et de la trazodone. C'est des études qui étaient déjà présentes, au moins 2 des 3 dans la revue précédente, mais dont on peut quand même globalement s'interroger sur la validité, puisque déjà sur les 2, vous voyez, il y en a sur les 3, il y en a une qui est complètement négative, et une des 2 études sur la paroxétine, celle qui est positive, a beaucoup de biais, donc un résultat à prendre avec des pincettes. On revient à nos 2 études positives véritablement qui étaient évoquées dans la revue précédente. Celle utilisant un complément nutritionnel qui s'appelle le Souvned, qui est globalement une boisson enrichie, hyperprotéique, avec beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de vitamines, un peu de sélénium également, qui a montré un certain effet sur le plan psychocomportemental, sur une étude randomisée, en crossover, bien conduite, mais vous voyez avec un petit nombre de patients, mais ça, on ne peut pas leur en faire la critique, c'est extrêmement compliqué de réaliser ces études et on a beaucoup de difficultés à inclure. Quels sont les items sur lesquels il y aurait une efficacité? Ils sont assez divers, l'agitation, l'apathie, la désinhibition et l'irritabilité. Et si on va dans le détail, certes c'est significatif sur le plan statistique, mais on a un gain qui n'est que de 4 points de NPI, ce qui est discutable d'un point de vue clinique, ce qui n'est pas forcément au quotidien, n'aurait pas forcément un impact énorme. La dernière que je voulais vous présenter, qui est un peu ancienne maintenant, mais qui, vous voyez, est finalement une des seules positives, et surtout avec un design bien construit, également en crossover, et avec des résultats qui sont intéressants, à mon sens, c'est l'étude qui s'intéresse à la trazodone, qui est un antidépresseur sérotoninergique un peu particulier, qui n'est pas totalement un ISRS, ou pas uniquement un ISRS, qui bloque certains récepteurs dopaminergiques, a des effets histaminergiques aussi intéressants, et qui a une efficacité, là, bien démontrée dans cette étude, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à un moment, notamment, il y a eu peut-être une inflation de prescription, notamment, et c'est complexe parce que c'est une prescription qui doit se faire en ATU maintenant, de la trazodone, et il faut, à mon avis, rappeler les dimensions symptomatologiques sur lesquelles elle fonctionnerait. C'est les suivantes: la modification de l'appétit, la dépression, dysphorie, d'une certaine manière, heureusement, c'est un antidépresseur, l'agitation et l'irritabilité, donc des symptômes qui sont clairement intéressant à prendre en charge avec cet antidépresseur. Celui sur lequel nous, globalement au quotidien, on va se porter l'indication de prescription, c'est clairement l'hyperphagie, les comportements d'hyperoralité, où là, on voit cliniquement un effet qui est assez intéressant et qui vraiment nous dépanne chez des patients qui sont très avancés dans la DLFT. Et on en retrouve, on l'a prescrit aussi dans la maladie d'Alzheimer à composante frontale, on en voit aussi un certain effet, avec vraiment une régression importante de l'hyperphagie, à tel point que j'ai des collègues qui ne travaillent pas du tout dans le neuroévolutif, mais dans la boulimie, qui l'utilisent aussi. Effet indésirable, ou en tout cas à vraiment à contrôler 2 principaux, la sédation, c'est un antidépresseur qui est clairement sédatif, et l'allongement du QT. Je vais aller assez vite sur celle-ci pour rester dans les temps. Les troubles du sommeil, là on est uniquement dans le domaine du case report, mais ce qu'on retrouve c'est de nouveau la trazodone, aussi l'intérêt pourquoi pas des mélatoninergiques, soit la mélatonine, soit des agonistes des récepteurs mélatoninergiques comme le ramaltéon.
Dans les troubles d'hypovigilance ou l'hypersomnolence, les dérivés amphétaminés ou les amphétamines, et que beaucoup de difficultés aussi à prescrire ces traitements. Et puis après, dans le syndrome des jambes sans repos, pas de différence formelle avec les recommandations habituelles. Les symptômes psychotiques, on ne les a pas beaucoup évoqués, c'est finalement assez logique. Délire, hallucinations sont très peu présents dans la DLFT, à une exception, mais qui est notable, c'est que une mutation génétique, C9 ou RF72 pour ne pas la citer, donne une forme de DLFT provoquant des hallucinations. Et dans cette forme-là, notamment, la question de la prescription d'antipsychotiques va se poser. Aucune étude, bien sûr, mais ce que recommandent les auteurs, c'est d'éviter les neuroleptiques avec un antagonisme dopaminergique D2 fort pour éviter au maximum les symptômes extrapyramidaux qui peuvent être plus fréquents et plus invalidants chez les patients souffrant de DLFT. Donc ce qu'on peut voir conseiller, c'est l'aripiprazole ou l'olanzapine, mais globalement, clairement, un conseil d'évitement des antipsychotiques de première génération, mais en gériatrie, c'est quelque chose qui est déjà un message qui est assez fort. Et pour terminer, on va étendre un tout petit peu la question médicamenteuse à l'ensemble de la frontalité. J'ai mis des guillemets, s'intéresser à ce qu'on peut voir dans d'autres prescrits, dans toutes les démences, tous les troubles neurocognitifs qui présentent des syndromes dysexécutifs comportementaux. Si on commence par la désinhibition sexuelle, ce que les auteurs anglo-saxons appellent les comportements sexuels inadaptés ou inappropriés, l'approche non médicamenteuse, je fais un petit focus quand même là-dessus, bien sûr, est la première intention, avec des conseils qu'on a pu formaliser avec des collègues qu'on a appelés E2D2, parce qu'on est très fan de Star Wars et que quand on le traduit en anglais, ça fait R2D2. Et E2D2, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviction, empêchement et distraction, dérivation. C'est globalement essayer soit de distraire, soit d'éviter les stimulations, soit avec pour des questions matérielles, avec des dispositifs qui doivent être discutés éthiquement, de grenouillères, de pantalons qui s'ouvrent derrière, d'essayer de limiter les comportements inappropriés ou de dérivation. Au niveau médicamenteux, je veux dire qu'on a presque tout essayé. Alors bien sûr des antidépresseurs, des anti-androgènes, et puis des choses qui sont plus exotiques, des antimycotiques, la spironolactone. Globalement, tout ça, bien sûr, aucune étude formellement bien conduite, randomisée versus placebo, que des case reports ou au mieux des séries de cas. Ce qui n'empêche pas, mais on ne peut pas leur vouloir, forcément, des auteurs de quand même proposer des guidelines, en tout cas des conseils de prise en charge médicamenteux qui sont stratifiés, avec une première indication, une première intention de prescription qui se porte de nouveau sur les antidépresseurs, les ISRS, avec les molécules qu'on peut voir classiquement en gériatrie, citalopram, sertraline, peut-être deuxième niveau sur la paroxétine du fait de ses effets anticholinergiques qui sont déconseillés chez les patients souvent de troubles neurocognitifs majeurs, et une interrogation qui, en deuxième intention sur des traitements hormonaux. Et quelque chose qui n'est pas tranché, c'est de savoir est-ce qu'on maintient ou pas l'ISRS chez les patients qui ont des traitements anti-hormonaux, comme par exemple l'acétate de cyprotérone. Et quelques fois où ça a été utilisé dans le service, pour des patients très très complexes, on a dû maintenir l'ISRS parce que sans, il y avait des symptômes dépressifs qui étaient très 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 marqués. Et dernier point, la prise en charge médicamenteuse de l'apathie, qu'on ne discute pas très souvent finalement, puisque l'apathie, malheureusement, ce n'est pas un symptôme qui gêne beaucoup. Que ce soit surtout en EHPAD, un peu moins en famille, même si parfois ça peut être une plainte. En EHPAD, l'institution est parfois bien content que le patient reste sur sa chaise toute la journée. C'est un tort, puisque pendant ce temps-là, il ne bénéficie d'aucune stimulation neurocognitive et la maladie neurodégénérative, quelle qu'elle soit, Alzheimer ou DLFT par exemple, va suivre son chemin et évoluer de manière plus rapide, et ça c'est clairement démontré. De nouveau, toute une prise en charge hiérarchisée que vous voyez ici, mais globalement qui consiste à dire que d'une part, il faut éviter toute la iatrogénie médicamenteuse et rappeler que d'une part, les neuroleptiques première ou deuxième génération sont potentiellement à éviter puisqu'ils formellement aggravent l'apathie, et aussi dire, et ça a été bien évoqué dans cette recommandation HAS de 2014, que, et ça on y pense un peu moins, mais que les ISRS, qui sont pourtant fréquemment prescrits, n'ont pas d'efficacité d'une part et aggravent
l'apathie. Alors, pas autant qu'un traitement antipsychotique, mais de manière assez bien démontrée, l'augmente quand même. Et pour être dans les temps, je terminerai sur cette slide pour vous rappeler une fois de plus que la prise en charge est complexe, on l'a vu, que ce soit sur le plan diagnostique, sur le plan thérapeutique, avec un niveau de preuve qui est extrêmement faible. Je vous renvoie à la slide où on voit tout le décrochement jusqu'aux études qui ont un vrai niveau de preuve, je veux dire ça comme ça, qui sont presque inexistantes. Et puis, une prise en charge médicamenteuse qui est pleine de paradoxes, clairement. Sur les 4 ou dernières slides que je viens de vous indiquer, je vous ai dit que la première intention dans les comportements sexuels inappropriés, c'était de mettre des ISRS, mais que dans l'apathie, c'était à éviter. Or, clairement, c'est 2 symptômes qui sont très, très fréquemment liés. Et donc là, on a une vraie balance bénéfice-risque à évaluer avec le patient, avec son entourage, puisque très clairement, on va pouvoir peut-être améliorer les symptômes, mais on va en aggraver d'autres avec nos prescriptions. Et sur cette slide-là, je terminerai.